Oui, bah, oui. Que nous, ouais, de la pomme pas là. Ah non, non, c'est pas ça. Non, c'est des roseaux. Ah oui, d'accord, des massettes. Pardon, des massettes. D'accord. Des massettes. On a effectivement beaucoup de plantes comme ça. Gros tube marron là. On a bien pêché après l'heure de bien venu par là. C'est sur les temps. Ah oui. Une des pestes de l'étang, enfin même la seule peste d'ailleurs, celle-là. La Jussie, non c'est pas ça. Ah, c'est pas la Jussie, non. C'est le Myriophile du Brésil. Voilà. Donc c'est une plante invasive. Alors elle est dans l'étang, je sais plus si c'est en 2020 ou 2009 que j'ai vu la première fois. Et il y en avait partout, il y en avait tout le tour. Hein. Donc, alors j'ai prévenu les deux municipalités, Lornan et Plémé, et apparemment ils ont entrepris, enfin j'ai vu à la fin de l'été Du mieux quoi. où il avait arraché quoi. Ah ouais, d'accord. Il l'arrache parce que sinon en 2 ou 3 ans, toutes les parties les moins profondes de l'étang seraient converties en marécage. Hein. Là, il y aurait le tiers à peu près de la surface de l'étang qui sera en marécage. Hein. Donc c'est vraiment une peste, quoi. Myriophile du Brésil. Myriophile. Myriophile du Brésil. Tu l'as. Pardon, je. Alors le rubanier donc ressemble beaucoup aux iris. On va voir des iris sûrement tout à l'heure, hein, qui fleurissent jaune en ce moment là. Oui, il y en a plein. Ça serait, enfin des fois on peut les confondre, mais le rubanier a les feuilles qui sont face à face comme ça, un peu comme le poireau quoi. Tandis que l'iris, les feuilles se croisent comme ça, ouais. elles sont tournées, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Bonjour. Ah oui. Ah oui, d'accord. Vous aviez parlé du trèfle d'eau, je ne voyais pas tout à fait ce que c'était. Oui, c'est ça, oui. Ah, oui. C'est les feuilles, c'est pas un trèfle en fait, mais enfin, mais... ça ressemble à un trèfle. Et ça a la petite fleur blanche au milieu? Oui, les petites fleurs blanches, oui, je ne sais pas si on voit. Ici, ça va être inaccessible, mais c'est une très belle fleur. Hein. D'accord. Mais il est déjà presque défleuri là. Okay. Je n'avais pas vu tout à fait ce que les groupes nous avaient. Ah oui, avant on n'est pas un petit groupe. Donc le myriophile, il reste plus que ça. Regardez tout autour, il n'y en a plus, donc c'est facile à enlever. Oui, c'est ça là, il faudrait retirer. On va enlever celui-là. Mais il y a peut-être la société de pêche qui passe de temps en temps, non? Je sais pas. Ah oui, ouais, c'est ça. Géré par la société de pêche. Oui, donc à mon avis, ils doivent se charger. J'avais prévenu la municipalité quand je l'ai vu la première fois, c'est il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ah oui, peut-être. Alors le vrai roseau est un peu plus grand quand même, et puis il y a une petite différence. Quand on a un doute, ici il y a une membrane hein, qu'on appelle la ligule, hein, à la jonction, parce que la feuille de toutes les graminées, hein, vous avez une gaine autour de la tige, et puis le limbe. Et à la jonction entre la gaine et le limbe, vous avez cette petite membrane qu'on appelle la ligule. Donc le faux roseau a une ligule, alors que le vrai roseau n'en a pas. Il y a une touffe de poils à la place. Et à côté, là, c'est des vrais roseaux ou quoi? Non, c'est pas des roseaux. Ça. Ah bon? C'est des massettes, ou en français on dit massettes, tifa en latin. Donc c'est pas les vrais roseaux. Le vrai roseau, bon, il n'y en a pas énormément, mais là où il y en a, par contre, il est assez envahissant aussi. Mais l'étang de Pléarmel, par exemple, là, il a gagné depuis des années. Hein. Mais il est plus haut que ça, hein, il est plus haut que celui-là. Parmi les plantes caractéristiques des plans d'eau, au bord des plans d'eau, le millepertuis. Ah oui. D'eau, hein, ça fleurit jaune, mais là il n'est pas encore fleuri. C'est des petites fleurs jaunes hein, sur de l'eau. On ne trouve pas seulement dans les zones humides. Si. Ah oui, c'est toujours. Ah bah lui il est toujours presque dans l'eau. Hein. Ah oui. Oui, ou alors vraiment tout au bord. Hein. D'accord. Mais quand le niveau varie, on peut le trouver quand même en dehors de l'eau, mais non. Alors, une des renoncules qui vit toujours dans les endroits humides, même quelquefois les pieds dans l'eau, quelquefois sur la vase, hein, la renoncule flamette. Donc elle a des feuilles très différentes des autres renoncules.
D'autre part, elle commence à fleurir en même temps que les autres, mais elle est fleurie presque tout l'été, jusqu'en octobre. Hein. Alors que les autres, tout cas, en général, celui qui trouvait ça dans son foin, il savait ce qu'il fallait amener un peu de chaux et d'engrais quoi, pour avoir du foin. Autrement, une plante des prairies humides aussi. C'est ça que Gérard avait là. Une plante d'une grande famille. Donc les crucifères, ou c'est la famille du colza. Hein. Alors elles sont caractérisées par 4 pétales, les fleurs à 4 pétales ici. Voilà. Enfin maintenant on les appelle plus crucifères, on les appelle brassicacées. Et puis le fruit est allongé, c'est une silique hein, qui contient des graines. Donc ça c'est la cardamine des prés. Donc vous avez dû voir ça en fleurs dans toutes les prairies humides ces derniers temps. Hein. Cardamine des prés. Ici c'est pas le sexe, hein, c'est le nom. Parce que les fougères sont pas sexuées, elles produisent des spores qui ne sont pas sexués. Donc c'est ces spores-là qui vont redonner une autre plante, très petite, c'est grand comme ça, une petite lame verte qui fait un demi-centimètre de diamètre, et elle va produire les spermatozoïdes et les oosphères, et puis ça va donner un œuf qui redonnera une plante comme ça. Mais c'est cette partie-là du cycle, ça ne produit pas de... Alors c'est la fougère mâle. Bon. C'est que le nom. Donc c'est la différence. Alors ici, si vous comparez les deux, ici c'est plus finement divisé. C'est plus finement divisé. Ah oui, ça se voit. C'est pas la C'est verte, c'est pas la verte, c'est pas chez les mâles. Plus finalement ciselé, voilà, hein, c'est ça. Alors d'autre part, derrière, il y a des sporonges là que vous voyez, et ils sont recouverts par une membrane, et cette membrane, ici, il y a les deux d'ailleurs. Ici, vous voyez que c'est rond. Alors avec la loupe, on verrait que c'est en fer à cheval. C'est une forme de fer à cheval un petit peu. Et ici, c'est plus allongé. C'est plus allongé, c'est en virgule un peu. C'est courbé en virgule. Il faut regarder de près. Une loupe, quoi. Bah oui, mais j'en ça se voit, là. tout à l'heure, mais je sais pas, j'en avais deux pourtant. Je crois que le téléphone sait faire ça. Ah là, on voit aussi Le une. téléphone, c'est faire loupe. Si j'arrive à le déverrouiller. Ah oui, ah bah, Yes. c'est un téléphone de botaniste. Non, c'est un téléphone américain, Ouais. fabriqué en Chine. Oui, là on voit bien les fers à cheval avec les loupes. Il faut faire la mise au point. T'es trop près, peut-être, non? J'ai peut-être choisi un grossissement trop fort. Il faut mieux commencer par les. Là, ça avait l'air net. Hein. Ah, ça y est, ouais. Donc c'est rond, puis c'est en fer à cheval. Non, on les voit bien rond. Oui. C'est vrai que c'est très petit. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et l'autre, Si, c'est rond. ici, Ouais, mais si c'est rond, c'est point carré. Voilà. Très historique, ça. là on voit que c'est en virgule un peu. Alors, c'est oui, une très membrane qui recouvre les sporonges. Faire attention en prenant ces machins-là parce que c'est très coupant. Alors les carrés, on va prendre les tiges ici. Il est en fleurs là. Alors les carex se distinguent des graminées, enfin des herbes, par le fait que les feuilles sont sur 3 rangées. Je ne sais pas si ça se voit comme ça. Ouais. Les feuilles sont sur 3 rangées, alors que les graminées c'est sur 2 rangées opposées. Donc les feuilles sont sur 3 rangs. Si vous prenez celle-là, 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 vous avez 3 rangs et puis après vous revenez en face de la première. Et la tige est souvent triangulaire. Si vous tournez comme ça, vous allez voir que c'est anguleux. C'est pas rond. Voilà. Alors cette espèce de carex là, parce qu'il y en a une cinquantaine en Bretagne, des carex, et puis qui n'ont pas forcément cet aspect là. Celui-là a la particularité de former des grosses touffes comme ça, des touradons. Il y en a quelquefois qui font 1,50 m de haut. Hein. On appelle ça des touradons de carex. Alors c'est très commun le long des haies, au bord des routes. Hein. C'est des fleurs qui ne sont pas très spectaculaires, hein, des fleurs qui sont jaune-vert, hein, qui ne se remarquent pas tellement.
Donc ça fleurit plutôt en été, ça. Et ça n'a pas d'odeur. Non, c'est pas d'odeur. C'est vrai qu'on a... Ça ressemble à de la menthe. Ça ressemble énormément. Bah, à la menthe. il y a une espèce de menthe qui ressemble beaucoup à ça, oui. La menthe à feuilles rondes, ouais. La grande oseille. Ça se mange, ça, par contre. Oui. Oui. C'est un petit goût acidulé, hein. Mais pour la manger, quand même, il faut cueillir avant que ça monte, hein. C'est un peu comme la salade, J'en ai une fois jamais montée. mangé, mais... Donc il faut prendre les rosettes au printemps. Les feuilles sont tendres, les nouvelles feuilles. Mais là, Là, déjà, c'est un peu quand c'est dur. fleuri comme ça, bon, bah, c'est déjà plus coriace, quoi. Faudrait la manger en soupe. Oui, Ouais. pas. Ouais. Mais alors c'est déconseillé à ceux qui ont des problèmes de calcul, un calcul de biliaire, un truc comme ça, parce que ça contient de l'acide oxalique. Et l'acide oxalique a tendance à former des cailloux. calculs. Des petits calculs. Des calculs avec l'acide urique, enfin, je ne sais plus comment ça se passe. Autrement, une plante qui a un peu l'aspect de liane, qui est de la famille de la patate, elle n'est pas encore bien fleurie. La douce amère. Elle a des fleurs violettes, mais là elles ne sont pas encore épanouies, hein. Il n'y a que les boutons. Donc ça c'est commun. Ah oui, mais il y a un mélange là, ça c'est autre chose. Celle-là c'est autre chose. Donc le dactyle. Dactyle. Oui, c'est ça, ouais. Droit. Alors donc les fleurs sont groupées en espèces de pelotes, parce que dactyle c'est doigt. Donc c'est sans doute les doigts des chiens, ou je sais pas, ils ressemblent des pelotes, je sais pas d'où vient exactement le terme. Alors, et là, les jeunes tiges ont des rameaux assez plats. Et ici par exemple, si vous prenez, vous tournez, vous voyez que les rameaux sont aplatis. Et c'est encore mieux, c'est encore plus visible sur les jeunes tiges. Alors c'est une graminée très résistante à la sécheresse. Elle monte à graines comme ça une seule fois. Quand elle est fauchée, donc, elle donne des touffes d'herbe. Et si vous allez sur votre pelouse, 3 ou 4 jours après avoir tondu, ça dépasse déjà les autres herbes de ça, quoi. Et en sécheresse, il n'y a que ça de vert. En période de sécheresse, si ça continue comme ça cet été, il n'y aura plus que le dactyle de vert, sera quoi. vert. Toutes les autres herbes seront grillées. Il faut faire des pelouses avec du dactyle uniquement. Oui, mais l'inconvénient, c'est que ça forme des touffes, des fois assez compactes, qui se surélèvent d'une année sur l'autre. Surtout la tourte favorise justement ça. Et puis il y a une herbe très commune qui fleurit très tôt, des fois. Enfin, on peut en voir fleurir dès mars. Hein. Et qui a une particularité quand on écrase les racines. Ça a une odeur assez forte. C'est pas le meilleur candidat. De quoi? Non. D'ail. Alors C'est lui, une il a, odeur pas... que vous connaissez, mais... Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il a un problème avec son nez, lui. Ah oui, moi aussi. j'ai une grosse déficience d'odorat. Alors, Ah non. tu Les odeurs que écrases je sans sens pas rien. du tout. Ah si, si, si. Si, tu écrases un peu plus. Attends. C'est une odeur que vous connaissez obligatoirement, mais faut peut-être écraser, mais comme Ah ouais, faut c'est l'écraser, très ouais. sec. Ah, attends. Une odeur des sels. Tiens, vas-y, plutôt une femme. Hein. Ah ouais, C'est l'odeur de votre tonte de pelouse coupée ou du foin coupé. Quoi. Oui, c'est le fait. Du noisetier, mais Noisetier, ouais. Ouais. il n'y a pas de pointe. On a l'impression que ça a été coupé au ciseau au bout. Donc, alors il vit dans des sols très très pauvres au bord de l'eau, parce que comme les légumineuses, ses racines sont associées à des bactéries qui fixent l'azote de l'air, transforment l'azote de l'air en nitrate. Donc du coup, il n'a pas besoin de trouver des nitrates dans son environnement et il peut vivre et même pousser rapidement dans des environnements pauvres en nitrates puisqu'il fabrique ses propres nitrates. Enfin, c'est pas lui directement, c'est la bactérie. Et c'est quoi son développement, Pierre, au point de vue Hop, verdure ça peut devenir un bel arbre. Hein. Ça peut devenir un bel arbre. Ah Donc en oui. fait, ils vont pas le laisser là. Ah bah souvent il les coupe, Ils les enlèvent. parce régulièrement. que- Oui, on va réussir à le casser. Ah bah là, il était épluché, peut-être que ça va se voir.
Oui, j'en ai épluché un peu là, c'est ce que... Alors le sol de chez nous, il s'appelle pas marceau, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Hein. Le sol marceau est extrêmement rare, j'en connais 2 pieds je crois dans le département, hein. Un à Plémet et l'autre à Ploufragan je crois, c'est à peu près tout. Alors le sol, ici c'est le sol roux. Alors si vous regardez de près ici, le bois est strié. Je ne sais pas si ça se voit ici. Oui, d'accord. Le bois est strié dessus comme ça. Là, dessus. Le sol marceau n'a pas ça. Puis le sol marceau a des feuilles plus grandes un peu, surtout plus larges, un peu plus rondes. Hein. Donc le sol roux a cette particularité. Donc il n'y a presque que cette espèce sauvage en Bretagne, hein, le sol roux. 95% au moins. Il y a une autre espèce en tourbière, mais les tourbières sont rares, il est rare du coup. Et puis il y a le sol fragile aussi, mais enfin qui sont beaucoup plus rares. Ah oui. Facile de la reconnaître, surtout qu'il y en a un qui est très rare dans les marais, mais il faut que ce soit des marais qui ne soient pas acides et bon, j'en vois jamais. Donc ça fait déjà un de moins. Un autre qui est au bord de la mer, là, surtout. Et puis 2 autres à l'intérieur. Non, même un seul autre à l'intérieur. Et puis en fait, maintenant c'est 100 espèces de pissenlits. Répartis en je ne sais pas combien de groupes. Alors il y aurait 6 groupes en Bretagne. Donc maintenant ça y est, j'arrive à reconnaître au moins 3 ou 4 groupes. Il y en a un que je reconnaîtrais aussi s'il y en avait, mais je n'en ai jamais vu. Et celui-là en particulier, alors malheureusement il n'a plus de fleurs. Oui, est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même celui-là. Est-ce qu'ils sont tous bons? Moi je les Alors mange. celui-là est bon parce qu'il a la nervure entièrement verte. Alors celui-là il a la nervure rouge. Oui, oui. Et en général il est très amer par rapport à l'autre. Hein. Ah bon, on a mangé ce midi, t'es bon. Ah oui. Ceux qui ont la coine rouge, ah oui, mais ils arrachent par rapport à Ah ceux-là. oui, ils sont plus faciles de trouver Ceux-là, ça que ça. Oui. Non, celui-là est assez commun aussi. Puis on peut trouver les deux en mélange. Hein, donc, D'accord. alors si on ne fait pas attention, donc celui-là a un grand lobe terminal. Donc c'est la section Amatin. Et celui-là, section rue d'Iralia. Mais bon. Alors il y a un autre truc avec les... Ben non, celui-là... Ben non, les bractées, c'est pourtant Amatin. Alors ce qu'on appelle les bractées, c'est les pièces vertes qui sont autour des fleurs, là. Et il y a une rangée externe, une rangée interne. Donc la rangée interne est toujours dressée, mais là, la rangée externe peut être diversement disposée. Et chez Amatin, donc, ce qui va avec cette feuille-là, les bractées comme ça sont étalées. Alors que chez l'autre, normalement, elles sont complètement rabattues sur le pédoncule. Bah, celui-là est meilleur que celui-là, en principe. Oui, donc c'en est. Les deux sont des pissenlits alors. C'est des pissenlits, oui, tous les deux. Oui. Mais celui-là, la vigne rouge, comme on disait en gallo, ils sont moins bons, enfin, ils sont réputés moins bons, enfin, plus amers. Quoi. Et pour les confitures de fleurs, alors ça, elles sont immangeables, hein, celles qui sont faites avec les fleurs de celle-là. Ouais. Elles sont extrêmement amères. Bon, c'est très dur à faire, il paraît qu'il faut enlever les fleurs une par une. Ouais, c'est très très long. Quoi. C'est original. Ouais, voilà. Oui. Une amanite, apparemment les parties cassées ne rougissent pas. Donc ça doit être l'amanite épaisse. Amanita spissa. Qui peut se manger. Mais c'est pas terrible. Et alors qu'on entend En cas d'erreur, c'est terrible. Oui, c'est ça. Veneineux. Petite salade de pissenlit. à la salade de pissenlit quand c'est des bons. C'est comestible, mais c'est pas terrible, quoi. Si tu te trompes, les pissenlits, tu ne manges pas. Mais de toute façon, comme je vois, elle est habitée. Et il y a plein de fleurs Amanite dedans. épaisse. Et le Alors elle a des peluches.
qui sont grises. Ah oui, c'est Parce qu'on pourrait la confondre avec la manite panthère qui, elle, est très toxique. Hein. La manite panthère, les peluches sont blanches. Vraiment blanches. Hein. Donc c'est ce qui permet de la reconnaître. Et le fait que les parties cassées ne soient pas rouges, ça indique que... Ben, c'est pas la manite vineuse, qui elle est plus réputée comme comestible. À condition de bien la cuire parce qu'elle serait toxique crue. Mais en général, les champignons, elle cuit toujours. La golmotte, on l'appelle la golmotte, la manite vineuse. Donc elle ressemble beaucoup à celle-là. Mais l'autre, elle est... Bon, dessus, c'est un petit peu plus clair. Les peluches ne sont peut-être pas aussi serrées, mais elles sont grises aussi. Et puis, mais elle a toujours des traces de rouge, quoi. Là où c'est blessé. Alors que là, il n'y en a aucune. Hein. C'est à cause de ce rouge qu'elle s'appelle vineuse, sans doute. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui. C'est ça. Alors le pied est un peu bulbeux. Oui. La manite épaisse. Oui, c'est très curieux de voir ça en saison. Vous avez un... Il y en a qui est envahissant aussi alors. Oh. Bon, ça pousse au bord de l'eau, ça fait des radeaux comme ça. Ça ne pousse quand même que dans les endroits où c'est pas trop profond. Hein. Mais bon, il est indigène. Et en plus, pratiquement en allant vers l'île-et-Vilaine, il n'y en a plus. Quoi, hein. Donc, alors si, pour la photo de la fleur, il y en a une là, qui n'est pas trop, n'est pas trop dans l'eau. On peut l'approcher. Il y en a une autre là-bas aussi qui est assez belle. Il n'est pas très florifère cette année, hein, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Des fois, il y a beaucoup plus que ça. C'est quoi cette plante? Le trèfle d'eau. Trèfle d'eau parce que... C'est joli, hein. C'est un trèfle. Oui, ça fait comme le trèfle un peu. Ah, oui. oui, Mais d'accord. ça n'a rien à voir. Au niveau famille, c'est pas du tout, ça n'a rien. C'est pas un trèfle. Hein. Tout à 4 feuilles, ça existe. Non, bah, bon, je pense pas, je sais pas. Enfin, C'est une à homonymie chercher. de... C'est peut-être plus facile à voir là, tu vas voir. ah oui, oui, ils sont plus grandes. Hein. Mais comme ça n'a rien à voir avec le trèfle. Hein. Par contre, j'ai trouvé des trèfles à 4 feuilles de plusieurs espèces de trèfles. Hein. Le trèfle violet, là, celui qu'on cultivait dans le temps. Le trèfle blanc, c'est souvent le trèfle blanc hein, qu'on cherche. Mais par contre, le trèfle d'eau. Ah, moi, j'ai quelque chose chez moi qui m'embête et qui n'est pas du trèfle. À l'oxalis, sans doute. Aïe, aïe, salaud. Vous voyez, même fleuri. Voilà les grappes. Les grappes de fleurs. Enfin, elles sont verdâtres. Hein. Ouais. Et les feuilles sont flottantes. Alors après, il y a plusieurs espèces et c'est très compliqué à les identifier. Il y a des myriophiles bien verts. Ah non, c'est pas des myriophiles ça. Oula. C'est ça que t'as pris tout à l'heure? Ah oui, bon c'est pas du myriophile alors. Mais, je pense pas. Non. Ça s'appelle une naïade. Donc bah, elle n'est pas connue ici sans doute, il va falloir que je la signale. Une Ajas minor. Parce que si vous regardez de près les feuilles, vous allez voir qu'elles sont dentées. Elles sont même rugueuses un peu, hein, dentées. Oui. Ça se voit surtout ici. Enfin, faut toucher, vous allez voir. C'est assez rugueux quoi. Ah oui. Ouais, ça pourrait être gluant et en fait c'est pas du tout. Donc ça. c'est une Ajas minor. Il y a deux espèces. Alors, il y en a une autre espèce où c'est beaucoup plus gros et c'est cassant comme du verre. Ça a l'aspect de verre, c'est un verre bouteille un peu quoi. Ouais. Donc je pense pas qu'elle soit notée ici. Enfin, moi j'ai jamais. C'est la première fois que je la vois ici toujours. Oui là on voit bien les dents au bord des feuilles. Bon, c'est pas du myriophile, mais il y a du myriophile aussi pourtant. Ça c'est quoi? Ah bah voilà du myriophile justement. Bah déjà les feuilles sont beaucoup moins rigides
tiennent pas debout. Ouais, c'est denté. Donc là, vous voyez que les feuilles, dès qu'on les sort de l'eau, elles sont beaucoup plus souples. Hein. Celles-là, elles sont raides. Hein. Donc le myriophile, alors l'espèce par contre là, je peux pas dire. Mais ça, c'est un myriophile indigène. C'est pas on a vu le myriophile du Brésil tout à l'heure qui était introduit. Et ça, une ajace. Bon, une nouvelle plante pour... Alors c'est plémé ici. Il faudrait la chercher sur leur nom pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Enfin, je pense que c'est moins rare, c'est moins connu, quoi. C'est-à-dire très peu de gens la notent, mais elle est peut-être moins rare que le laisse penser les données connues, quoi. Voilà. Ça y est? Et dans la boîte. Ouais. Effectivement, Tu sens rien? c'est un peu différent de l'odeur d'herbe de tout à l'heure, mais et l'odeur c'est celle du géranium africain. Peut-être, oui, je connais pas. Géranium arborescens, donc Bah non, parce que ça sent, je sais pas, mais ça sent. Dans mon jardin, C'est beau, hein? Si, c'est joli en tout cas. très joli. Très joli. Souvent les jardineries, c'est des pélargoniums, ce qu'ils appellent géranium, ou des pélargoniums. Pour les botanistes, c'est pas du géranium. Voilà, la benoîte. Malheureusement, elle n'est pas fleurie. Elle a des fleurs jaunes. Voici une petite plante des sous-bois qui fleurit en été, à partir de juin. La circée de Paris. Je ne sais pas pourquoi de Paris. Parce que elle est également d'ici. Enfin, tout simplement, c'est peut-être celui qui l'a nommé. On est au Vietnam. Les rizières. Alors ici, vous connaissez sûrement, vous avez peut-être dans votre jardin. Si je vous montre ici, là où les fleurs, vous allez reconnaître. C'est groseilles. Des groseilles? Ah oui. C'est la bonne. Groseillier sauvage. Hein. À groseillier sauvage. Oui, c'est ça. Vous voyez les fruits. Oui. Ils sont comestibles réguliers. Ils sont comestibles, oui. Bah, Oui, là, mais ils en- sont loin d'être mûrs, hein, mais. En juillet. Oh, je pense, oui. Oh, fin juin, je crois. Ah, Ouais. Mais c'est. Il y en a des rouges, mais assez grosses, hein, comme les variétés à gros fruits. Là. Des groseilles à macro, là. Non, c'est Ah non. pas macro, c'est les autres, celles qu'on appelait les castilles, ou je sais pas trop quoi qu'on appelle. Oui. Et donc des grappes, mais il y a des grappes où les fruits sont assez petits. Là. Pour manger ça, c'est pas très agréable, parce que là, j'en ai vu des sauvages comme ça qui ont des fruits déjà assez gros. On en trouve de cultivés avec des fruits. Parce que celles que j'ai connues dans le temps, moi, c'était. Le fruit, ça faisait un diamètre 4 mm, 4-5 mm. Quoi. Alors que maintenant, on en trouve qui font presque 1 cm de diamètre. Quoi. Et là c'est pareil, j'en avais trouvé à l'état sauvage. Mais j'étais surpris de savoir que ça existait à l'état sauvage chez nous, quoi. La première fois que j'ai vu. Alors ça ressemble beaucoup par contre à une autre plante sauvage, la viorne, qui donne des boules de neige. Là. Alors j'ai dû rechercher un moyen de les distinguer quand c'est pas fleuri, quoi. En fait là les feuilles sont opposées, alors que l'autre les feuilles sont pas opposées, sont alternes. Mais bon, c'est vrai que je trouve que ça ressemble beaucoup à la viorne. Alors la viorne doit être en fleurs en ce moment, c'est des magnifiques fleurs blanches. Et ça vit surtout au bord des cours d'eau, des petits ruisseaux. On va passer par là parce que ça va. C'est paradis des forêts. Le boulot des zones humides, c'est le boulot pubescent. Les jeunes rameaux sont poilus. Il y a 4 beaux jeunes rameaux là. On va peut-être en voir d'autres plus loin.
Alors ici, voici un autre carex. C'est celui qui formait les grosses touffes, là. Alors là, donc, celui-là, vous voyez qu'il y a deux sortes d'épis. Donc les épis constitués uniquement de fleurs mâles, au bout. Et puis les épis constitués de fleurs femelles, donc il y en a plusieurs. Hein. Et cela donc donne après des fruits avec des graines. Donc c'est le carex lisse, celui-là, le Vigata. Alors bon, ils sont très nombreux les carex. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas, de botanistes qui ne veulent pas toucher au carex parce qu'ils trouvent ça, enfin au début ils ne savent pas comment prendre ça, quoi. Tellement les espèces sont nombreuses. Bon, il a bien fallu que je m'y colle un jour et puis finalement c'est pas si compliqué que ça, quoi. Ça fait plus peur que ce n'est compliqué, quoi. Il y a des choses plus compliquées en botanique. Mais c'est le nombre d'espèces, je crois que je dois arriver à en connaître une cinquantaine, quoi. Mais en France, ça doit être 120 ou par là, quoi. Donc c'est toujours le même là. Et même ça, ce qui pousse à côté, ça doit être un autre carex d'ailleurs. Oui, c'est ça. Carex. Celui-là. Je sais plus, j'ai vu des fleurs tout à l'heure, mais. C'est le carex riparia. Non, pas riparia, comment. Ah zut. Bon, je vais pas retrouver le nom maintenant. Je connais bien pourtant. Ouais. Donc c'est une très grande famille de plantes, surtout des lieux humides. Il y a quelques espèces des lieux secs, mais souvent les carex c'est des lieux humides. Alors vous retrouvez la tige triangulaire là, tout à l'heure, les feuilles sur 3 rangs. On peut le voir plus près, vous faites essayer.